Buonasera a tutti, sono Cristina Ceregon e sono la responsabile della biblioteca e sono qui per salutare i nostri ospiti e salutare voi qui presenti. Si concluderanno il 28 marzo i 10 giorni dedicati alla lingua francese e alle culture francofone. Molte le istituzioni coinvolte, veneziane internazionali a partire dall'Università di Ca' Foscari, l'Alliance Française, insieme a prestigiosi enti culturali ed esponenti dell'amministrazione dei paesi francofoni e del governo francese. Un programma denso di appuntamenti, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, concerti, convegni e conferenze rivolti ai professionisti, ai cultori, ma anche agli amanti della lingua e della civiltà francese e francofona. L'incontro di questa sera, come vedete dallo schermo, ha un titolo intrigante: Veneziani che scrivono in francese. Francesco Rapazzini, in dialogo con Gabriella Gamberini, sui contenuti del suo ultimo romanzo e la lettura di brani delle opere di Liliana Magrini, raffinata intellettuale veneziana innamorata della lingua e della letteratura francese, che di Parigi ha fatto una sua seconda casa, ci ancorano al presente, così come invece le parole che sentiremo di Carlo Goldoni, di Giacomo Casanova, del Marco Polo, la cui prima stesura di quelle memorie di viaggio che noi conosciamo come Il Milione fu proprio scritta in prigionia in un francese antico, ci portano invece un attimo indietro nel tempo, affidate appunto alle voci che si alterneranno sul palco e ci rammentano i forti legami che questa città ha sempre avuto col mondo francese. Ma non solo questa città, anche questa famiglia che ospita questo appuntamento. Infatti, Albise, il padre del nostro fondatore, fu l'ultimo ambasciatore della Repubblica Serenissima in Francia nel periodo del terrore. Dalla Francia, dovette scappare al momento del trattato di Campoformido, riportò a casa sua qui a Venezia uno splendido servizio di porcellane di Sèvres, 244 pezzi ancora in tonse, fantastici, con insalatieri, refrigeratori, tutte quelle cose che si usavano a quel tempo e si mettevano su queste tavole meravigliose, che ovviamente, per chi non ci conoscesse, invito a visitare nei prossimi giorni, visto che abbiamo dedicato a questa manifattura francese una sala del nostro museo. L'unica cosa che mi rimane da fare è ringraziare, a nome del direttore e del presidente della Fondazione, Marie-Christine Jamet per l'Università di Venezia, Gabriella Gasparini per l'Alliance Française, i lettori e le lettrici che sono qui e che alterneranno appunto con le loro voci la serata, e ricordare a tutti che se volete acquistare l'opera del nostro autore qui presente, all'uscita dell'incontro troverete sul tavolo la possibilità, cioè le opere esposte e la possibilità di acquistarle. Grazie ancora. Bonsoir à tous. En tant que directeur de l'Alliance française de Venise, je vous remercie d'être là. Je vais essayer d'être hyper court, d'ailleurs c'est certain que je serai très court, car je n'ai qu'une chose à vous exprimer, c'est ma grande joie de voir le succès que ces 10 jours, pas encore heureusement achevés, ont eu, et comme ils ont été importants pour nous de l'Alliance française, que ça a été un super stimuli, on a beaucoup appris, et je pense aussi un peu vous aussi. Moi, j'ai tous les codes maintenant pour essayer de parler même en canadien, ce qui n'est pas une chose très facile. Tout ce qui s'est passé, en particulier à la faculté de Venise, Ca' Foscari, était merveilleux. Il n'y avait pas beaucoup de monde tout au début, mais en fait, petit à petit, j'ai vu les salles se remplir, et la chose qui m'a fait le plus grand plaisir, c'est les compliments
de personnes dans la rue qui m'ont dit « écoutez, c'est superbe ce qui se passe, c'est merveilleux, on sent cette présence française, c'est très enrichissant, ce qui veut dire qu'on va continuer. » Et merci encore, Ca Foscari. Et je passe la parole à la prochaine personne. Merci encore. Alors, juste 2 mots pour vous expliquer comment sera conçue cette soirée, pré-soirée. Nous aurons une conversation donc avec un Vénitien d'aujourd'hui, en chair et en os, qui a choisi d'écrire en français, et on se demandera pourquoi. Et ensuite, on repartira en arrière chez tous ces Vénitiens extrêmement célèbres, parce que finalement, si on réfléchit, c'est Marco Polo, Goldoni et Casanova, donc vraiment les 3 plus connus qui ont écrit en langue française. Et donc nous alternerons avec des lectures en langue française ou en langue italienne. Nous avons tenu à ce mélange parce que justement notre mission, c'est que nos cultures se croisent. Et donc parfois vous aurez une partie du texte en français et la traduction en italien projetée. Parfois, vous entendrez en italien et vous aurez le texte original en langue française qui est projeté. Donc ça s'alternera. Et voilà, donc c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Donc nous allons commencer par la conversation avec Francesco Rapazzini et Gabriele Gamberini. Nous voulions commencer en entendant sa voix, mais malheureusement, sa voix n'est pas au mieux de sa forme et nous le remercions vraiment chaleureusement d'être venu quand même, malgré la grippe qui est derrière. Et donc c'est Laurent Cittone qui va lire la première page du roman Un été vénitien. Le jour où elle me dit que son plus bel orgasme, elle ne l'avait pas eu avec un homme, mais en regardant un coucher de soleil, je compris que ma mère n'était pas pareille aux mères de mes amis. Il n'y eut plus aucune possibilité de faire comme si. Ce fut définitif. J'avais 17 ans. Nous étions assis, elle et moi, dans le salon, elle sur le divan et moi sur le fauteuil, recouvert de tissu falconetto dessiné par Ken Scott. Feuilles automnales et champignons sur le divan, oiseaux multicolores et épais brins d'herbe de différents verts soutenus pour le fauteuil. Nous étions en train de faire la chasse aux puces. Toute la maison, et le salon en particulier, en était infesté. Elle nous sautillait sur les jambes et sur les bras. C'était le début de l'été et il faisait déjà chaud. Les fenêtres étaient ouvertes pour faire un courant d'air, celle qui donnait sur la cour intérieure de la maison, celle plus grande qui donnait sur le petit canal. On entendait l'eau clapoter contre la pierre, le cri des enfants sur le quai, les chiens qui aboyaient en bas, à l'entrée. Et ma mère me parla de son plus bel orgasme, tandis qu'elle écrasait entre ses ongles une puce qu'elle venait de capturer. Ce fut peut-être à cet instant que je devins adulte, peut-être. Ce fut là en tout cas que commença mon été. Francesco Rapazzini, j'ai choisi cette page parce qu'elle donne immédiatement le ton à l'ensemble de votre roman. Nous parlerons bien sûr de cet aspect de votre initiation à la fois sexuelle et sentimentale tout à l'heure, mais je voudrais commencer par vous présenter votre parcours e surtout le raisons de votre choix d'écrire en français. Volevo chiedervi, avete bisogno della traduzione di una sintesi in italiano o capite nell'insieme? Sì? Allora ogni tanto farò una sintesi brevissima in italiano per non occupare troppo spazio, troppo tempo. Francesco Rapazzini, vous êtes journaliste, comédien, metteur en scène et écrivain. Vous avez écrit beaucoup de livres en italien, mais aussi un très grand nombre en français, dont Un soir chez Amazon, Elisabeth de Gramont, et même une diva française qui a obtenu le prix Péléas en 2011. Alors, la première question que je voulais vous poser, Francesco, c'est pourquoi ce choix de la langue française? Allora, Francesco ha scritto sia in italiano sia in francese. Ho menzionato i libri che ha scritto nelle 2 lingue e gli ho chiesto perché ha scelto questa lingua, perché ha scelto di scrivere in lingua francese.
Rispondo in italiano o in francese? Francese. Tout est venu tout naturellement parce que je vis à Paris. Et à Paris, évidemment, si on veut publier, on publie en français, pas en italien. Et donc, Paris, c'est ma deuxième ville. C'est une ville qui m'a accueilli et qui m'a accueilli avec toute sa culture. Et donc, quand je suis arrivé en France, il y a 23 ans, je savais dire bonjour, bonsoir et je vous aime. C'est vrai qu'on peut aller très loin avec ces 3 phrases, mais pas pour pouvoir écrire. Et donc, je me suis jeté dans la langue française et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder de films, j'ai commencé à parler avec les gens, évidemment. Et donc, de fur et en mesure, j'ai commencé à apprendre un peu mieux la langue et à tomber raide amoureux de cette langue. Et j'avais déjà écrit en italien, et puis j'ai continué à écrire parce que je suis journaliste pour la presse italienne. Et donc j'écris en italien tous les jours. Mais j'avais envie d'écrire en français, donc voilà, j'ai commencé à écrire en français, j'ai commencé à proposer mes livres auprès des éditeurs français et qui ont été accueillis, et voilà pourquoi je continue à écrire en français. Et puis là maintenant, justement, je n'ai que des éditeurs français et j'ai aucun éditeur italien. Donc, et on me connaît, on dit que je suis un écrivain français des langues françaises. En réalité, je suis un écrivain italien des langues françaises. Allora, brevemente, perché scrivo in francese? Perché questa scelta? Semplicemente perché vivendo a Parigi, ovviamente la mia seconda lingua è il francese e anche tutte le case editrici sono in Francia, quindi scrivo in questa lingua. Quando sono arrivato a Parigi all'età di 23 anni non sapevo solo dire buongiorno, buonasera e ti amo, ma mi sono innamorato profondamente della lingua francese, mi sono buttato a capofitto in questa lingua. Allora continuo a scrivere in italiano in quanto giornalista, ma in quanto scrittore continuo a scrivere nella lingua francese, e del resto in Francia vengo considerato uno scrittore francese, anche se io mi ritengo un italiano che scrive in francese. Alors, la deuxième question relative toujours à ce choix linguistique et par rapport à l'écriture en général, quand Erika Young vous explique qu'elle devient folle si elle n'écrit pas, par exemple, à un moment donné, et elle vous demande « tu écris ?» vous vous demandez pourquoi diable cette question, vous qui n'écrivez même plus des cartes postales. Alors, quel est votre rapport à l'écriture en fait? Pourquoi cette rancœur? Est-ce que c'est parce que l'écriture vous a volé indirectement votre mère quand vous étiez enfant? Non. L'écriture est quelque chose pour moi de vital. Je respire et j'écris. J'écris et je respire. Et pour moi, écrire, c'est vraiment une nécessité. Quand je n'écris pas pendant quelques jours, je manque, comme si je manquais d'air. Ça peut être une écriture de fiction ou une écriture d'essai ou un article, ou je ne sais pas. Il faut que j'écrive. Il faut que je manifeste mon moi à travers l'écriture. C'est de l'art. L'art est un exercice, c'est comme aller à la gym. Il y a ceux qui ne peuvent pas ne pas aller tous les jours dans une salle de gym. Eh bien moi, je ne peux pas ne pas tous les jours écrire. Quelque chose. Ok. Ho chiesto a Francesco Rapazzini quale fosse il suo rapporto con la scrittura. Dunque per lui la scrittura è un atto vitale, scrive come respira, non potrebbe farne a meno, è una necessità, se non scrive ha la sensazione che gli manca l'aria. Qualsiasi forma di scrittura del resto può essere finzione, saggi o altri testi. Per lui la scrittura, l'arte è un esercizio necessario esattamente come per una persona che va ogni giorno in una palestra a fare sport. Alors, vous avez grandi, visiblement vous avez grandi dans un milieu extrêmement ouvert, extrêmement émancipé, et on retrouve d'ailleurs cette liberté dans votre langage. Vous avez un langage quand même très cru, très audacieux, il n'y a jamais de métaphore, jamais d'euphémisme, même quand vous parlez d'amour. Et pourtant, on sent quand même sous cette désinvolture une très très grande sensibilité au langage. Vous prêtez attention, par exemple, aux accents de vos interlocuteurs, et on sent aussi très nettement votre attachement au dialecte vénitien. Et dans une page, on sent que vous avez plaisir à reporter les expressions de vos amis ou de vos connaissances
connaissances dans la langue de votre enfance. Et vous donnez même, par exemple, page 36, une véritable leçon de dialecte qu'on pourrait peut-être lire pour le public, ou que je lis, ou page 36. Dunque, dicevo che la libertà che si sente attraverso la storia si ritrova anche nel linguaggio, una grandissima libertà di linguaggio. Quando Francesco Rapazzini parla di sessualità lo fa in modo molto audace, molto crudo, non ci sono mai eufemismi, non è mai una lingua romantica. E nonostante questa disinvoltura sul piano formale, si sente veramente il suo gusto della lingua e in particolare la sua passione per il dialetto veneziano. C'è a pagina 36, come vedrete, una vera e propria lezione di dialetto veneziano. Te sbiro, me dit-elle, t'es encore au lit? Elle intercale ces phrases d'un continuel te sbiro par ici et te sbiro par là. D'autres disent merde, elle, te sbiro. C'est l'éditeur de Maman, une fois, qui avait demandé aimable « Excuse-moi, Nina, mais que veut dire te sbiro ?» C'est la forme de la giudecca pour te sboro. On peut dire aussi te sbiccio, lui répondit-elle sérieuse. Et que veut dire te sboro? Insista l'éditeur. Je t'inonde de sperme, intervient-je avec un naturel extrême. Ah, c'est ce que je craignais. Le Milanais cultivé était devenu rouge comme un poivron. J'adore dire des obscénités de l'air le plus innocent possible. L'effet est toujours garanti. Te sbiro, t'es encore au lit, répète Nina. Il fait déjà une chaleur insupportable et nous ne sommes qu'à la fin de juin. Voilà. Mais en fait, Francesco Rapazzini, donc vous n'êtes pas le seul écrivain vénitien à écrire en langue française. Hein. Vous vous inscrivez tout à fait dans le sillage de grands noms comme Marco Polo, Casanova, Goldoni. Donc je pense qu'il va y avoir maintenant la lecture de ces textes et puis nous reprendrons notre conversation. Quindi Francesco Rapazzini in realtà si iscrive nella scia di grandissimi nomi di letteratura veneziana che sono Marco Polo, Casanova e Goldoni. Solo una cosa, per quelli che non hanno capito tutto il discorso del tesbiccio, tesboro e tesbiro, è una forma appunto o giudecchina o veneziana di dire la stessa cosa, che è tinondo di sperma. Grazie, dunque questo è il prologo del milione. Signori imperatori, re e duci e tutte altre gente che volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove le troverete tutte le grandissime meraviglie e grandi versitadi delle genti d'Erminia, di Persia, di Tarteria, d'India e di molte altre province. E questo vi conterà il libro ordinatamente siccome Messer Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, le conta in questo libro, egli medesimo le vide. Ma ancora va di quelle cose le quali egli non vide, ma udille da persone degne di fede, e però le cose vedute dirà di veduta, e l'altre per udita, acciò che il nostro libro sia veritieri e senza niuna menzogna. Ma io voglio che voi sappiate che poiché Dio fece Adam nostro primo padre, insino al dì d'oggi né cristiano, né pagano, saracino, tartaro, né niun uomo di niuna generazione non vide, né cercò tante meravigliose cose del mondo come fece Messer Marco Polo. E però disse intra se medesimo che troppo sarebbe grande male se egli non mettesse in iscritto tutte le meraviglie che egli ha vedute, perché chi non le sa la pari per questo libro. E sì vi dico che egli dimorò in quei paesi bene 26 anni, lo quale poi, stando nella prigione di Genova, fece mettere in iscritto tutte queste cose a Messere Rustico da Pisa, lo quale era presso in quelle medesime carcere negli anni di Cristo 1298. Grazie. Contrairement à ce que je vous ai dit, il n'y avait pas la traduction en français, parce que la traduction française, on va vous la montrer dans un des manuscrits de la Bibliothèque nationale française, qui a numérisé la plupart de ses collections dans Gallica. Et le manuscrit original n'existe pas, mais ça c'est le plus ancien manuscrit, vraiment à la main, qui existe donc du Livre des Merveilles. Le titre n'est pas le même en français et en italien. J'arrive à le... Et on voit, par exemple, en haut, vous voyez qu'on ne dit pas de bêtises, il y a bien écrit « Région du monde ».
Baisse un petit peu, abaisse un peu. Hein. Hop. C'est assez difficile à lire hein, dans cette écriture gothique, mais on voit bien région du monde écrit. Donc ça n'est pas le texte original qui était en ancien français plus ancien que ça, mais c'est quand même un vieux manuscrit. Voilà. On va faire un saut en avant avec Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, donc, qui est né à Venise en 1707 et qui est mort à Paris, qui est à la fois comédien, écrivain, librettiste et un avocat italien. Il est considéré comme le père du renouvellement de la comédie italienne et qu'il a écrite soit en vénitien, soit en italien ou bien en français à partir du moment où il est parti en France. Il est parti en 1761 donc en France. Il y est parti pour diriger le théâtre italien. Ça n'a pas été une expérience exceptionnelle pour lui, parce que les Français avaient une image figée du théâtre italien, comme la commedia dell'arte, la pantomime, etc. Et donc, toutes les innovations de Goldoni, que Goldoni avait apportées dans le théâtre vénitien italien, en France, ça ne passait pas, et les acteurs eux-mêmes n'avaient pas du tout envie de jouer. Donc, il a eu un petit peu de difficulté et il a écrit 2 pièces en langue française et nous présenterons l'une d'entre elles. Il burbero, ça y est, j'ai un trou, benefico, il burbero benefico, le bourru, voilà. Et là-bas, il enseignait aux filles du roi Louis XV à Versailles, et ce qu'il faisait donc à Paris, il l'a raconté dans ses mémoires qui ont été, elles, entièrement écrites en langue française. Donc ensuite, nous aurons des lectures de certains passages de ses mémoires où il raconte l'impact qu'il a eu avec la ville de Paris. Et enfin, nous avons quand même choisi un passage de la Locandiera qui est écrit en italien et pas en français, et il y aura les 2 versions, donc vous aurez la musique des 2 langues pour un des monologues, je crois, les plus célèbres de la littérature italienne, qui est celui de Mirandola. Voilà. Donc voilà, première partie, ce sera en langue italienne, une scène donc du Burbero Benefico. Valerio, oui, si sente? Oui. Valerio, lasciatemi, ve ne prego. Io temo per me e temo per voi. Ah, se noi fossimo sorpresi. Mia cara Angelica, Partite, signore. di grazia un momento, se io potessi assicurarmi Di che? del suo amore, della sua costanza. Valerio, ma potreste voi dubitarne? Andate, signore. Ella va anche troppo. Questa è la felicità della mia vita. Presto partite, se il mio padrone sopraggiunge. Ma egli non esce giammai sì per tempo. È vero, ma in questa sala, ben lo sapete, egli passeggia, egli si diverte. Eccola ai suoi scacchi, egli vi gioca spessissimo. Ah, non conoscete voi il signor Geronte? Perdonatemi, egli è lo zio d'Angelica, lo so. Mio padre era suo amico, ma io non ho mai parlato con lui. Egli è un uomo, signore, di un carattere stravagante. È di buonissimo fondo, ma sai burbero, è fantastico al sommo. Sì, egli mi ha detto di amarmi e lo credo. Eppure quando mi parla mi fa tremare. Ma che avete voi a temere? Voi non avete né padre né madre, il disporre di voi tocca a vostro fratello. Egli è mio amico, io gli parlerò. Sì, fidatevi del signor Dalancourt. Che? Potrebbe egli negarmela? Per mia fe, credo di sì. Come? Uditemi. Vi spiego in 4 parole. Mio nipote, il nuovo giovane di studio del procuratore del vostro signor fratello, mi ha informata di ciò che sto per dirvi. Siccome sono solamente 15 giorni da che egli è presso di lui, me l'ha detto questa mattina, ma lo ha confidato sotto la più gran segretezza. Per pietà, non mi palesate. Non temete di nulla. Non mi conoscete? Il signor Dalancourt è un uomo rovinato, precipitato. Egli ha mangiato tutte le sue facoltà e fors'anche la dote di sua sorella.
Angelica è un peso superiore alle sue forze e per liberarsene vorrebbe chiuderla in un ritiro. Dio, che mi dite? Come? Ed è possibile? Io lo conosco da lungo tempo. Dalancourt mi parve sempre un giovane saggio, onesto, talvolta impetuoso e collerico, ma... Impetuoso? Oh, impetuosissimo, quasi al pari del suo zio. Ma egli è ben lontano dall'avere i medesimi sentimenti. Ma egli era stimato, accarezzato da chi che sia, suo padre era di lui contentissimo. Signore, da che maritato non è più quello di prima. Sarebbe mai stata Madama Dalancourt? Sì, appunto, è ciò che dicono. È il motivo di questo bel cangiamento. Il signor Geronte non si è disgustato con suo nipote, che per la sciocca compiacenza che egli ha per sua moglie... Non so nulla, ma scommetterei. Il progetto del ritiro fu immaginato da lei. Che intendo? Mia cognata, cui credeva sì ragionevole, che mi dimostrava tanta amicizia. Oh, io non l'avrei mai pensato. E là il più dolce carattere. Questa dolcezza fu quella appunto che ha sedotto suo marito. Io la conosco, non posso crederlo. Mi immagino che voi scherziate. Ebbi una donna più ricercata di lei nelle sue acconciature. Esce nuova moda che ella tosto non prenda. Vi sono balli o spettacoli cui non intervenga la prima. Ma suo marito è sempre al suo fianco? Sì, mio fratello non l'abbandona mai. Ebbene, sono pazzi ambedue ed ambedue si rovinano insieme. Pare impossibile. Animo, animo, signore. Eccovi istruito di ciò che volevate sapere. Partite subito. Non esponete Madamigella al pericolo di perdere la buona grazia di suo zio. Egli è quel solo che possa farle bene. Calmatevi, mia cara Angelica, l'interesse non formerà mai un ostacolo. Sento dello strepito. Partite subito. Je suis la belle-sœur d'Angélique. Ma sœur. Madame, Où allez-vous, ma sœur? je m'en allais, madame. Ah, vous êtes donc fâchée? Je dois l'être, Êtes-vous fâchée contre moi? madame. Écoutez, mon enfant, si c'est le projet du couvent qui vous fâche, ne croyez pas que j'y ai part. Au contraire, je vous aime et ferai tout ce que je pourrai pour vous rendre heureuse. Qu'elle est fausse. Qu'avez-vous? Vous pleurez, je crois. Elle m'a bien trompée. Mais quel est le sujet de votre chagrin? Hélas, ce sont les dérangements de votre frère. Les dérangements de votre frère? Oui, madame, et personne ne le sait mieux que vous. Mais que dites-vous là? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Cela est inutile. Il y aura 5 extraits des mémoires, donc alternés en français et en italien. Donc c'est Servan. C'est à toi. Fatigué du voyage et restauré par ce nectar délicieux qui peut faire nommer la Bourgogne la terre de promission, je passais une nuit douce et tranquille. Mon réveil fut pour moi aussi agréable que l'avaient été les rêves de mon sommeil. J'étais à Paris, très content, mais je n'avais rien vu et je mourais d'envie de voir. J'en parle à mon ami et mon hôte. Il faut commencer, dit-il, par faire des visites. Attendons la voiture. Point du tout, lui dis-je, je ne verserai rien dans un fiacre. Sortons à pied. Mais c'est loin. N'importe. Mais il fait chaud. Patience. Effectivement, la chaleur cette année-là était aussi forte qu'en Italie. C'était égal pour moi. Je n'avais que 53 ans. J'étais fort, sain, vigoureux
et la curiosité et l'impatience me prêtaient des ailes. Je vis en traversant les boulevards un échantillon de cette vaste promenade qui environne la ville et offre aux passants la fraîcheur de l'ombre en été et la chaleur du soleil en hiver. J'entre au Palais Royal. Que de monde! Quel assemblage de gens de toute espèce! Quel rendez-vous charmant! Quelle promenade délicieuse! Mais quel coup d'œil surprenant frappa mes sens et mon esprit à l'approche des Tuileries! Je vois ce jardin immense, ce jardin unique dans l'univers. Je le vois dans toute sa longueur et mes yeux ne peuvent pas en mesurer l'étendue. Je parcours à la hâte ces allées, ces bosquets, ces terrasses, ces bassins, ces parterres. J'ai vu des monuments précieux, mais rien ne peut égaler la magnificence des Tuileries. En sortant de cet endroit enchanteur, voilà un autre spectacle frappant, une rivière majestueuse, des ponts très commodes et multipliés, des quais très vastes, une affluence de voitures, une foule de monde perpétuelle. J'étais étourdie par le bruit, fatiguée par la course, épuisée par la chaleur excessive. J'étais en nage et je n'en m'en apercevais pas. Il Teatro degli Italiani era allora in Rue Mauconseil, all'antico Hotel de Bourgogne, dove Molière aveva spiegato tutto lo splendore del suo spirito e della sua arte. Era un giorno d'opera buffa e si dava Le peintre amoureux de son modèle e Sancho Panza. Era la prima volta che assistevo a questa singolare mescolanza di prosa e di ariette e subito m'accorsi che se il dramma musicale era di per sé un'opera imperfetta, questa novità lo rendeva ancora più difettoso. Tuttavia, in un secondo tempo feci delle riflessioni. Non ero soddisfatto del recitativo italiano e ancor meno ero soddisfatto di quello dei francesi. E poiché nell'opera buffa si deve passare sopra alle regole e alla verosimiglianza, val meglio sentire un dialogo ben recitato che sopportare una monotonia d'un recitativo noioso. Fui molto contento degli attori di quello spettacolo. L'azione scenica della signora Larouette uguagliava la bellezza della sua voce. Il signor Clerval, attore eccellente, piacevolissimo nel comico, interessantissimo nel patetico, pieno di spirito, di intelligenza e di gusto, non dava allora che un primo saggio dei suoi talenti. In seguito li portò a perfezione e godette sempre dello stesso credito e degli applausi del pubblico. Anche il signor Caillot era uno di quei rari personaggi a cui non manca nulla per farsi applaudire. Il signor Larouette, più a posto delle parti caricate, sempre vero, sempre astratto e sempre esatto, si faceva apprezzare per il suo gioco scenico, nonostante il contrasto della voce. La signora Bérard, la signora Deglon, l'una per la sua vivacità e l'altra per la sua bella voce, si segnalavano ugualmente nelle parti di madri nobili. Tutti questi attori mirabili, d'alto pregio, non potevano non piacermi, ma non mi era possibile trar profitto dai loro meriti, poiché l'ispezione cui ero destinato non li riguardava. Paris est un monde. Tout y est en grand. Beaucoup de mal et beaucoup de bien. Allez au spectacle, aux promenades, aux endroits de plaisir. Tout est plein. Allez aux églises. Il y a foule partout. Dans une ville de 800 000 âmes, il faut de tout. Il faut de toute nécessité qu'il y ait plus de bonnes gens et plus de vicieux que partout ailleurs. On n'a qu'à choisir. Le débauché trouvera facilement de quoi satisfaire ses passions. Et l'homme de bien se verra encouragé dans l'exercice de ses vertus. Je n'étais ni assez heureux pour me placer dans la classe de ces derniers, ni assez malheureux pour me laisser entraîner dans l'inconduite. Je continuais à Paris ma manière de vivre ordinaire, aimant les plaisirs honnêtes et faisant cas des personnes qui sont faites pour édifier. Mais plus j'allais en avant, plus je me trouvais confondue dans les rangs, dans les classes, dans les manières de vivre, dans les différentes façons de penser. Je ne savais plus ce que j'étais, ce que je voulais, ce que j'allais devenir. Le tourbillon
m'avait absolument absorbée. Je voyais le besoin que j'avais de revenir à moi-même, et je n'en trouvais pas, ou pour mieux dire, je n'en cherchais pas les moyens. Heureusement pour moi, la cour allait à Fontainebleau. Les comédiens devaient s'y rendre pour y donner leur représentation. Je les suivis de près avec ma petite famille. Je retrouvai dans ce séjour délicieux le repos, la tranquillité que j'avais sacrifiée aux amusements de la capitale. Vedevo tutti i giorni la famiglia reale, i principi del sangue, i grandi del regno, i ministri francesi, i ministri stranieri. Tutti si adunavano al castello. C'era l'uso di andare alla levata del re, ai pranzi negli appartamenti, si seguiva la corte alla messa, alla caccia, allo spettacolo, senza soggezione, senza imbarazzo, senza confusione. Fontainebleau, non è né grande né ricco né adorno, ma la sua posizione è amena. La foresta offre mirabili vedute agresti e il castello reale, molto vasto e pieno di agi, è un monumento prezioso d'antica architettura, assai ben conservato. In questo castello di campagna e in quello di Compiègne si definiscono d'ordinario i grandi affari di Stato e a Fontainebleau, nell'anno 1762, del quale io sto parlando, fu firmata la pace fra l'Inghilterra e la Francia. Mais il reste encore quelques mots à dire sur les promenades de cette capitale et de ses environs. Les Champs-Élysées, par exemple, méritent bien que l'on en fasse mention. C'est un endroit immense, ombragé par des arbres distribués en quinconces, où la foule qui le fréquente semble avoir dépeuplé la ville. Cependant, il y a du monde partout. On en trouve en affluence au bois de Boulogne, au parc Saint-Cloud, à Belleville, au pré Saint-Gervais, et on reconnaît partout le goût et la gaieté nationale. Paris est beau, ses environs sont délicieux, ses habitants sont aimables. Cependant, il y a du monde qui ne s'y plaît pas. On dit que pour en jouir, il faut beaucoup de dépenses. Cela est faux. Personne n'a moins d'argent que moi. Et j'en jouis, je m'amuse et je suis content. Il y a des plaisirs pour tous les états. Bornez vos désirs, mesurez vos forces, vous serez bien ici, vous serez mal partout. Che ha mai detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura vorrebbe sposarmi. Eppure, anche se mi volesse, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto, del fumo non so che farne. Ah, avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi. Avrei pure tanti mariti. Tutti quelli che vengono a questa locanda, tutti di me si innamorano e tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda che non abbia avuto il piacere di trattare con me. Beh, non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne, non le può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quello che ci sappia fare, ma la troverà, e chissà che non l'abbia trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro presto a tardi mi annoiano, la nobiltà non fa per me, la ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi adorata, vagheggiata, servita. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno e voglio burlarmi
di tante caricature d'amanti e spasimanti e voglio usare tutta l'arte per vincere e sconquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Eh bien, qu'ai-je entendu? Son Excellence, Monsieur le Marquis de la Dèche, m'épouserait? Oui, mais s'il voulait m'épouser, il y aurait une petite difficulté. C'est que moi, je ne voudrais pas de lui. J'aime bien le rôti, moi, mais s'il n'y a que son fumet, je n'en ai que faire. Ah, si j'avais dû épouser tous ceux qui ont dit vouloir ma main, j'en aurais des maris. Autant il en descend dans cette auberge et autant qu'ils s'éprennent de moi. Jouent les amoureux transis et me proposent tous autant qu'ils sont de m'épouser séance tenante. Et voilà pas ce chevalier, cet ours mal léché qui me traite si rudement. C'est bien le premier voyageur venu dans mon auberge qui n'ait pas eu plaisir à traiter avec moi. Je ne dis pas que tous doivent tomber amoureux au premier coup d'œil de moi, non. Mais me mépriser ainsi, voilà qui me met dans une rage noire. Il est l'ennemi des femmes, il ne peut les souffrir. Le pauvre fou, c'est qu'il n'a sans doute pas encore trouvé celle qui saura s'y prendre. Mais il la trouvera, oui, il la trouvera. Et peut-être bien qu'il l'a déjà trouvée. C'est avec des gens comme lui que je me pique au jeu. Ceux qui me courent après m'ennuient tout de suite. La noblesse ne m'intéresse pas. L'argent, je l'apprécie, sans plus. Tout mon plaisir consiste à me voir servi, courtisé, adoré. C'est là mon faible, comme c'est celui de presque toutes les femmes. Quant au mariage, je n'y pense même pas. Je n'ai besoin de personne. Je vis honnêtement et je jouis de ma liberté. Je badine avec tous, mais ne m'éprends jamais de personne. Je veux m'amuser de ces caricatures d'amoureux éperdus, mais j'emploierai tout mon art pour vaincre, abattre et briser ces cœurs barbares, ennemis de nous les femmes, nous, qui sommes ce que la belle nature, notre mère, a jamais produit de meilleur au monde. Sinon, je prends le... Oui, je disais que cet extrait de la Locandira me paraît une transition parfaite pour aborder donc votre éducation sexuelle et sentimentale, Francesco Rapazzini, qui en fait est l'objet de votre roman. Donc, vous la rapportez 30 ans après, mais elle a eu lieu dans les années 78, c'est-à-dire dans une Italie qui est agitée par de grandes affaires politiques, comme par exemple l'assassinat d'Aldo Moro, l'assassinat présumé du pape Jean-Paul Ier. Mais vous, en fait, personnellement, vous avez grandi, j'ai l'impression, dans un cocon, dans un univers essentiellement féminin et artistique, dont je souhaiterais que vous nous disiez 2 mots. Allora, dicevo che questo estratto della Locandira è una transizione perfetta per parlare dell'educazione sessuale e sentimentale di Francesco Rapazzini, che ha vissuto negli anni 70, alla fine degli anni 70 in un'Italia agitata da grandissimi affari politici come l'assassinio di Aldo Moro, per esempio, o l'assassinio presunto del Papa Giampaolo I, ma lo scrittore stesso, secondo me, è cresciuto in un ambiente molto femminile, tenero e artistico. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, alors il ne faut pas trop confondre le personnage avec moi. Il y a les deux, hein, il y a beaucoup de moi et il y a beaucoup d'inventions. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu artistique féminin, je ne sais pas trop. Oui, il y avait ma mère, il y avait la bonne, il y avait mon frère, il est un garçon, et les compagnons de ma mère étaient un garçon aussi,
et toujours. Mon père, il était là aussi, et sa femme. Bon, en tout cas, c'était un milieu très artistique, oui. Ça veut dire qu'à Venise, à cette époque, je pense encore aujourd'hui, tout le monde passe par Venise, les artistes aussi, les intellectuels aussi. Et je faisais partie, ma famille plutôt, donc ma mère, des gens qui accueillaient ces gens. C'était elle ou des amis à elle, et donc souvent on faisait des fêtes, ou il faisait des fêtes, ou elle faisait des fêtes à ces gens qui arrivaient. Et donc moi, à certains moments, quand je commençais à devenir un peu plus grand, un peu moins con, ma mère m'amenait avec elle à ces soirées. Et c'est là où j'ai commencé à connaître des gens intéressants et des gens incroyables de tous bords, donc des peintres, des chanteurs d'opéra ou de chansonnettes, des écrivains, de metteurs en scène, des réalisateurs, etc. Donc tous ceux qui font que la vie devient passionnante. Sì, dunque attenti a non confondere il personaggio con la mia propria biografia. Dunque, certo sono cresciuta con mia madre, con la serva, ma c'era anche mio fratello, mio padre, eccetera. Ma è vero che sono cresciuto in un ambiente artistico. Come sapete, il mondo intero passa per Venezia, gli artisti, gli intellettuali, e la mia famiglia accoglieva molto volentieri tutti questi viaggiatori e organizzava grandi feste durante le quali ho fatto questi bellissimi incontri. E crescendo, quando sono cresciuto, naturalmente accompagnavo mia madre a queste serate dove ho fatto incontri, dove ho incontrato persone interessantissime et anche incredibili. L'autre question, Francesco Rapazzini, cette confidence que vous fait votre mère dans la première page du livre, donc, que son plus bel orgasme, elle ne l'avait pas eu avec un homme, mais en regardant un coucher de soleil, c'est une confidence véritable? Oui, c'est une confidence véritable et c'est une phrase qui peut être très drôle à dire, mais c'est très dur à entendre quand on est un garçon. Parce que là, on se pose de grandes questions. Est-ce qu'un homme arrivera jamais à faire jouir une femme si c'est un coucher de soleil? On ne peut pas se mettre en compétition avec le soleil. Et donc, est-ce qu'un homme arrive vraiment à satisfaire une femme? Et ça, c'était une chose qui m'avait taraudé énormément quand j'étais adolescent, parce que on pense que la satisfaction sexuelle passe que à travers l'orgasme. C'est vrai, c'est très intéressant, c'est très important. Mais si c'est le soleil qui peut faire ça et un homme ne peut pas, moi je suis un homme, je ne pourrai jamais rendre heureuse une femme. Allora sì, questa confidenza è reale, qui non siamo nella fiction. Naturalmente è una confidenza che può sembrare divertente, ma che è anche molto difficile e molto dura da sentire per un ragazzo. Perché dopo questa confidenza di mia madre ho cominciato a chiedermi se un uomo potesse veramente riuscire a fare godere una donna, perché in realtà un uomo non potrà mai competere con il sole. E la domanda mia era: ma allora un uomo può soddisfare o meno una donna? E questa domanda mi tormentava moltissimo. Ma naturalmente se la soddisfazione, chi vive l'orgasmo ovviamente è un'esperienza molto interessante, ma ci sono anche altri modi di provare piacere e bisogna anche accettare l'idea che un uomo non possa competere con il sole. Vous étiez donc entouré quand même de beaucoup de femmes, et à cette époque, donc à la fin des années 70, c'était des femmes très émancipées, des femmes qui visiblement avaient vraiment fait sienne, avaient vraiment adopté la philosophie de la révolution de mai 68, et qui était une philosophie fondée sur le respect total de la liberté. Donc je vais vous parler de quelques personnes. Je traduis d'abord. Le donne che circondavano Francesco Rapazzini quando era adolescente erano tutte donne molto emancipate, molto libere, che avevano veramente adottato la filosofia di maggio 68, in cui la libertà era sacrosanta. Alors Sophie, par exemple. Quel souvenir avez-vous de Sophie? Sophie, c'est une amie très chère. Elle est toujours une amie. Et là, ce n'est pas là ce soir parce qu'elle est à Paris. C'est un peu con. Elle habite à Venise, mais ce soir, elle est à Paris.
Et c'est quelqu'un qui m'a assez formé. C'était une voisine, c'est une Française qui vivait donc et qui vit toujours à Venise et qui était arrivée à un certain moment de sa vie. Elle était très jeune, elle était arrivée à Paris, à Venise, et elle était parisienne. Et c'était quelqu'un selon laquelle elle a eu un enfant sans se marier. À l'époque, c'était assez audacieux. Et elle a eu cet enfant sûre de vouloir avoir cet enfant. C'était pas une erreur, c'était pas une horreur, c'était une joie pour elle. Et ça, c'est un grand enseignement de vie. C'était un enseignement de vie de la liberté du choix. Et c'était la liberté du choix d'une femme. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir après, parce que à l'époque, je le voyais, je le vivais dans le quotidien, mais je n'avais pas trop réfléchi sur ça. Mais c'est un véritable moment d'émancipation, de choix d'une femme. Elle n'avait pas peur de l'horreur ou du fait de la stigmatiser, qu'à l'époque, encore en Italie, dans ces années-là, on stigmatisait des femmes, des filles mères, et elle s'en fichait, elle a voulu un enfant, elle l'a eu. Alors, Sophie era un'amica cara e lo è tuttora, purtroppo questa sera non è qui, è a Parigi, non è potuta venire. Era una mia vicina francese che ha avuto un figlio senza essere sposata, che era una cosa molto audace all'epoca, ma è stata una scelta proprio sua, non è stato né un errore né un orrore, al contrario una grande gioia per lei. Quindi la sua scelta di vita mi ha fatto molto riflettere, perché era per me un modello di emancipazione e era proprio il tipo di donna che non aveva assolutamente paura di venire stigmatizzata, come lo venivano le ragazze madre all'epoca. Un autre personnage intéressant, Anne-Laure, la peintre autrichienne. Pardon, qui? La peintre autrichienne, oui, qui collectionne les hippopotames et les hommes. Oui, c'était une grande amie de ma mère. Moi, j'étais un grand ami de son fils. Et c'était une femme, elle aussi, assez libre dans le choix du quotidien. C'était une femme un peu qui croquait les messieurs. Et j'ai trouvé ça formidable, c'était très amusant. Et ces messieurs duraient 1 mois, 6 mois, 1 an maximum. Et elle s'est plaignée tout le temps de ces hommes qui n'arrivaient pas à sa cheville ou à ses chevilles. Et c'était une femme très 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 drôle. Et dans le roman, je fais une petite caricature d'elle, mais c'est une caricature très affectueuse. C'est une femme qui avait aussi un regard sur l'humanité qui était très très fort. Et elle était extrêmement artiste, elle est toujours vivante, donc je parle au passé, mais pas du tout. Et elle est une femme qui a su peindre la naïveté dans des tableaux où, à première vue, on pense que ce sont des tableaux naïfs, mais ils sont tous sauf naïfs. Et c'est ça qui est très fascinant. Quindi Anne-Laure, questa pittrice austriaca, era anche lei veramente un modello di libertà. Uno dei personaggi dice che collezionava gli ippopotami e gli uomini, e tutti facevano scommesse sul periodo in cui sulla durata della relazione col nuovo uomo incontrato, perché non li teneva mai tanto tempo, perché secondo lei non erano degni di lei, cioè non gli arrivavano. Ma tuttavia aveva uno sguardo molto profondo sull'umanità, e in quanto artista dipingeva diciamo arte naif, ma in realtà se uno li osserva da più vicino, i suoi quadri erano tutto tranne che naif. Marie-Hélène, votre véritable initiatrice? Ça, c'est un peu inventé. Mais c'est une femme très importante dans le roman, parce que c'est la femme qui fait découvrir le sexe avec ce personnage. Et c'est important parce que c'est un personnage qui, au début, il y a une rencontre sous la pluie, une rencontre un peu
cinéma, cinématographique. Et puis, ils ne se voient plus, et puis ils se rencontrent pendant la festa del Redentore, et là, elle décide que ça doit être le garçon qui va lui rendre inoubliable Venise. Et donc, elle le traîne dans son lit. Et ce pauvre garçon, c'est la première fois qu'il se trouve en face d'une vraie femme, d'une femme qui veut de lui. Et évidemment, c'est un désastre. Et c'est un désastre, mais lui, il ne se rend pas trop compte au début. Et puis, il pense à un film porno qu'il a vu, et donc il fait un peu pareil comme il avait vu faire dans ce film. Évidemment, c'est une catastrophe. Et puis il fuit parce que il a oublié de nourrir son chat. Et donc pour lui, évidemment, le chat, c'est une échappatoire, mais c'est aussi la façon de vivre son âge. C'est pas la femme, c'est le chat, sa vie. Alors, Marie-Hélène in realtà è un personaggio fittizio, ma è comunque l'iniziatrice del personaggio del libro, è lei che gli fa scoprire il sesso. All'inizio si incontrano sotto la pioggia come in una scena cinematografica, poi si perdono di vista e si ritrovano al Redentore. E Marie-Hélène decide che questo ragazzo sarà la persona che le renderà Venezia assolutamente indimenticabile. Ma naturalmente questa prima esperienza sessuale è un vero disastro perché lui non è pronto, è troppo giovane, imita i film pornografici che aveva visto, ma naturalmente si può immaginare il risultato, e poi improvvisamente scappa perché si ricorda che deve dare da mangiare al suo gatto. E questo illustra veramente la psicologia della sua età, cioè in realtà a quell'età l'importante per lui è il gatto, non la donna. Mais vous avez aussi rencontré donc des femmes très célèbres grâce aux soirées qu'organisait votre mère, comme par exemple Peggy Guggenheim, que tout le monde appelait la Dogaresse à l'époque. Mais une autre femme très intéressante, à mon avis, c'est Erika Young. Quel souvenir avez-vous gardé d'elle? Un très très bon souvenir. C'était une femme extraordinaire, c'est une femme extraordinaire. C'était celle qui avait écrit La paura di volare en italien, et en français c'était la peur, Icare, quelque chose. Le vol d'Icare. Les vols d'Icare. Et à cette époque-là, elle était vraiment la prêtresse du féminisme. C'était celle qui parlait de l'orgasme féminin, elle parlait de la scopata senza cerniera, et pour les femmes, et c'était quelqu'un qui avait énormément formé l'imaginaire et la liberté sexuelle des femmes des années 70. Et c'était une femme, moi j'avais 17 ans quand je l'ai connue, et elle en avait 33, 32, 33, et on avait vraiment collé ensemble, on était devenus vraiment très, très, très amis. Et évidemment, mes amis de l'époque me disaient « Ah, on verra dans le prochain livre d'Erika Young comment tu baises ». Ben non, parce que j'ai pas baisé avec elle. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément formé, surtout dans ma capacité, si je peux dire ça, d'écrivain. C'est elle qui m'avait dit une phrase qui, chaque fois que je prends la plume, elle me revient, et c'était quand elle m'avait dit « tu es un écrivain », donc elle ne m'avait pas posé la question. Et puis elle m'avait dit « quand tu écris, tu dois toujours être sincère. Et même si tu racontes des histoires inventées, mais tu dois être sincère. » Et ça, j'ai mis quelques années pour exactement comprendre et digérer cette phrase, mais c'est mon credo, je l'ai devant moi, sois sincère. Et chaque fois que j'écris, je suis sincère. C'est grâce à elle. Mm-hmm. Allora, grazie alle serate che organizzava sua madre, Francesco Rabattini ha incontrato molte donne famose, tra cui Peggy Guggenheim, che veniva chiamata qui la Dogaressa, ma anche Erika Young, una scrittrice americana, di cui Francesco serba un bellissimo ricordo. È l'autrice di Paura di volare, in francese il volo le vol d'Icare. Si può dire che era veramente la grande, come dire,
quella che ha veramente lanciato il femminismo all'epoca e che ha formato l'immaginario di tutte le donne degli anni 70. Siamo diventati molto amici, lo siamo rimasti, e i miei amici mi prendevano in giro dicendo nel prossimo libro di Erika Jong vedremo come scopi, ma in realtà non è mai successo e quindi non ha parlato di me in questi termini. Ma invece ha avuto una grandissima influenza su di me in quanto scrittore. Le ha detto un giorno: tu sei uno scrittore. Non era una domanda, era veramente un'affermazione, e gli ha consigliato di essere sempre sincero quando scrive, anche se scrive finzioni. Naturalmente ci sono voluti un po' di anni per lui per digerire questa frase, ma comunque questo suo consiglio ormai è diventato il suo motto in quanto scrittore. Ensuite, je vais vous demander, donc, dans ce contexte des années 70, qui était un contexte donc, de grande liberté, de grande émancipation, quel était votre rapport au corps? Est-ce qu'on peut dire, enfin, je trouve que votre livre est un hymne au plaisir sous toutes ses formes, donc de la masturbation solitaire et régulière à l'amour à plusieurs, en passant par la bisexualité. Oui, il faut contextualiser donc justement les années 70. Les années 70, même si ici en Italie nous avions les années de plomb, mais c'était aussi un peu les années de toutes les possibilités et de toutes les libertés. C'était le moment où on se sentait vraiment libre dans chacun de son corps, chacun de son esprit. Après, peu après, il y a eu le sida. Et puis il y a eu la censure morale, la religion est revenue à l'attaque. Et donc aujourd'hui, je trouve que nous sommes beaucoup plus autocensurés, beaucoup moins libres que nous l'étions dans les années 70. Et donc, dans les années 70, une des formes de la liberté était la liberté du corps, la liberté du sexe. On parlait du sexe beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui et on le pratiquait aussi beaucoup plus facilement et sans nécessairement avoir toujours derrière un sentiment qui nous oblige à dire des mots, à mettre des mots à côté du sexe et donc oui, le personnage, il passe joyeusement et sans trop de complexe d'une sessualità all'altra. Allora, dicevo che in questo contesto molto, molto libero chiedevo quale fosse il suo rapporto al corpo. Dunque Francesco Rapazzini ci dice che bisogna contestualizzare. Erano naturalmente gli anni di piombo in Italia, ma erano anche gli anni di tutte le libertà possibili. Poi è scoppiato il problema dell'AIDS, seguito naturalmente dalla censura morale e da un ritorno di un ritorno molto aggressivo della religione. Naturalmente oggi si assiste a un fenomeno di autocensura molto più grande, molto più forte che non negli anni 70. E una di queste forme di libertà era naturalmente quella del corpo e del sesso. Se ne parlava ma veniva anche praticato senza sensi di colpa e veniva anche appunto praticato sotto tutte le sue forme, cioè dalla masturbazione all'amore in più persone et passando anche dalla bisessualità. Mais ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans votre livre, c'est le corps comme lieu d'affirmation de soi, en particulier avec l'épisode du tatouage. Vous vous souvenez? Oui. Un altro elemento interessante di questo rapporto al corpo è il corpo vissuto come un luogo di affirmazione di se stesso, in particolare con il tatuaggio, per esempio. Vous voulez l'expliquer ou... Oui. Aujourd'hui, les tatouages, absolument anodin. Tout le monde a un tatouage sur soi, il s'amuse, il joue avec ses tatouages. À l'époque, non. À l'époque, c'était un passage à travers lequel s'affirmaient les gens qui étaient en prison ou les marins. Et donc, c'était pour le personnage, et là c'est un peu autobiographique, j'ai eu mon premier
et seul tatouage à 17 ans. Et c'était, oui, une façon d'affirmer mon corps, de vivre le corps d'une façon au-delà de ce que la nature t'a donné. Donc, en lui donner en plus, ou en moins, je ne sais pas, mais en tout cas, le marquer d'une façon propre à soi. Une décision que moi, j'ai pu mettre dans mon corps. Je suis né avec mes cheveux noirs, je suis né mince, etc. Mais j'ai fait quelque chose que la nature m'a pas donné ou imposé. Donc j'ai décidé d'avoir un tatouage. Mm-hmm. Sì, oggi naturalmente il tatuaggio è diventato una cosa banalissima, moltissimi hanno tatuaggi, ma all'epoca non era così. Le persone che si tatuavano in realtà erano o i prigionieri o i marinai, non era una cosa diffusa come oggi. Io personalmente, questo è un tratto autobiografico di questo libro, ho fatto il mio primo e unico tatuaggio all'età di 17 anni. Per me era un gesto importante perché mi permetteva di andare al di là di quello che la natura mi avesse dato, una cosa in più, in meno, in realtà non lo so, ma era una decisione tutta mia. Et vous avez justement une phrase très belle, je trouve, poi ve la tradurrò in italiano. Un tatouage, et pourquoi? Mon nom m'a été imposé, de même que la couleur de mes cheveux, de ma peau et de mes yeux. Je me suis retrouvée avec, je n'ai rien choisi. Le tatouage, si, je signe mon corps sur mon corps. Je trouve ça très beau. Dunque, dice, un tatuaggio ma perché mi è stato imposto il mio nome, come il colore dei miei capelli, della mia pelle e dei miei occhi. Mi sono ritrovato così, con questi elementi. Non ho scelto niente. Invece il tatuaggio, sì. Firmo il mio corpo sul mio corpo. Quindi trovo questa frase molto bella perché sintetizza quello che abbiamo appena visto. Alors, cette exploration donc du corps et de l'érotisme nous invite maintenant à rendre hommage à un autre grand écrivain vénitien, libertin, Casanova. Quindi questa discussione sul corpo ci permette di passare a un altro scrittore erotico, Casanova. Vous pouvez admirer la transition. Ça marche? Ah si, ça y est. Donc la transition était bien faite, n'est-ce pas? Mais le passage que nous avons choisi ne va pas être un passage érotique, mais ça va aussi et encore parler de langue comme Goldoni. De Casanova, tout le monde le connaît, parce que peut-être vous ne savez pas, c'est que il a écrit donc ses mémoires en français, mais elles ont été publiées d'abord en allemand par un éditeur allemand, et ensuite il y a eu des traductions de l'allemand qui ont commencé à circuler en dessous, et ce n'est que beaucoup plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a retrouvé un manuscrit dans un sous-sol à Leipzig, et ensuite un éditeur allemand a accepté de donner une édition intégrale en français, et en 2007, donc c'est assez récent, l'ambassadeur d'Allemagne contacte la France, le ministère, et en particulier la BNF, la Bibliothèque nationale, en leur proposant d'acquérir le manuscrit original. Donc après les vérifications, il s'agissait bien du manuscrit original, estimé entre 5 et 20 millions d'euros, et on ne saura jamais combien il a coûté à la Bibliothèque nationale, parce que ce sont des mécènes qui ont payé. Ces mécènes ont voulu être anonymes, donc nous ne savons pas, mais certainement très très cher. Et donc le manuscrit est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Voilà, et donc nous allons lire un passage à plusieurs voix, en italien d'abord, puis en français. Andavo a prendere sempre lezioni di francese dal mio caro vecchio Crébillon. Ciò nonostante, il mio modo di esprimermi, pieno di italianismi, mi faceva spesso dire in società il contrario di quel che pensavo. Quasi sempre dai miei amici il qui pro quo nascevano dalle curiose ridicolaggini che facevano fortuna. E c'era di buono che il mio gergo non mi faceva passare per sciocco, anzi, mi procurava delle belle conoscenze.
Molte signore rispettabili mi pregarono di dar lezioni di italiano per procurarsi, dicevano, il piacere di insegnarmi il francese e io ci guadagnavo nel cambio. La signora Predot, che era una delle mie care allieve, un giorno mi ricevette a letto dicendo che non aveva voglia di far lezione perché la sera prima aveva preso la purga. E traducendo maldestramente una frase italiana le chiesi col tono del più vivo interessamento se si era scaricata. Déchargée. Che razza di domanda, signore? Siete un impertinente. Rinnovo la domanda, nuova esclamazione di sdegno da parte sua. Non dite mai quell'orribile parola. Avete un bello offendervi, è la parola giusta. Al contrario, è una parola sporca. Ma lasciamo perdere. Volete far colazione? No, l'ho già fatta, ho preso un caffè con 2 savoiardi. Buon Dio, povera me, che colazione da orco. Spiegatevi. Ho preso un caffè e ci ho inzuppato 2 savoiardi, come faccio ogni mattina. Ah, l'avete detta grossa, mio caro. Il caffè è la bottega dove si vende la bevanda. Quel che si beve è una tazza di caffè. Bene, forse si beve la tazza? In Italia diciamo un caffè e siamo abbastanza intelligenti da non credere che sia la bottega. E vuole avere ragione. E i 2 savoiardi come li avete divorati? Inzuppati nel caffè. Non erano più grossi di quelli che vedo sulla vostra tavola. E li chiamate savoiardi? Chiamateli biscotti. In Italia si chiamano savoiardi perché la ricetta è stata inventata in Savoia e non è colpa mia se avete pensato che avessi divorato 2 commissionari addetti al servizio del pubblico di quei giovanottoni che a Parigi chiamate savoiardi e che spesso non hanno mai messo piede in Savoia. Arrivò il marito e lei gli raccontò tutto il nostro colloquio. Egli rise molto, ma mi diede ragione. In quel mentre entra la nipote, una ragazza di 14 anni, savia, modesta e intelligente. Le avevo dato 5 o 6 lezioni e siccome la lingua le piaceva e si applicava assiduamente, continuiamo in francese questo, già incominciava ad esprimersi in francese. Voilà son mari qui arrive. Elle lui rend compte de nos questions. Il rit, il lui dit que j'ai raison. Sa nièce entre. C'est une demoiselle de 14 ans, sage, spirituelle et fort modeste. Je lui avais donné 5 à 6 leçons et comme elle aimait la langue et s'y appliquait beaucoup, elle commençait à parler. Voilà le fatal compliment qu'elle me fit. Signore, sono incantata di vi vedere in buona salute. Je vous remercie, mademoiselle. Il faut dire au piacere. Et encore pour traduire de vouloir, il faut dire di vedere, et non pas di vedere. Je croyais, monsieur, qu'il fallait mettre le vi devant. Non, mademoiselle, nous le mettons derrière. Voilà, monsieur et madame, pas mais de rire. La demoiselle qui rougit, et moi, interdit, et désespéré d'avoir dit une bêtise de ce calibre. Mais c'était fait. Je prends un livre en boudant et désirant en vain que leur rire finisse. Mais il a duré plus d'1 semaine. Cet équivoque insolent courut Paris et me rendit fameux. Mais j'ai enfin connu la force de la langue, et pour lors ma fortune diminua. Crébillon, après avoir bien ri, me dit qu'il fallait dire après et non pas derrière. Mais si les Français se divertissaient des fautes que je commettais en parlant leur langue, je ne prenais pas moins ma revanche en relevant certains usages ridicules de la leur. Goldoni et Casanova ont tous 2 quitté Venise, tout comme vous. Donc je voudrais aborder maintenant avec vous la toute dernière question. Quelle est votre relation à la ville de Venise et pour quelles raisons l'avez-vous quittée? Allora, Goldoni e Casanova hanno lasciato tutti e 2 Venezia, come Francesco Rapazzini, quindi gli ho chiesto quale sia la sua relazione con la città di Venezia e per quale motivo ha deciso di lasciarla. En 2 minutes. 1 minute. J'ai quitté Venise comme beaucoup de gens qui quittent cette ville pour le travail. Et j'ai travaillé à Milan dans un quotidien et donc j'ai quitté Venise. Et pour mon rapport avec cette ville, c'est un rapport d'amour, évidemment. À un certain moment dans le roman, j'ai fait dire au personnage que lui aussi, il veut quitter un jour Venise et être un touriste.
Ça veut dire revenir et repartir et ne pas avoir toujours ce sentiment de l'amant abandonné, comme tout Vénitien a, parce que toujours il y a du monde qui vient à Venise et toujours ce monde-là repart. Et donc on a toujours ce sentiment d'être l'amant abandonné, fidèle, mais abandonné. Et donc je voulais être aussi l'âme fidèle qui part. Et donc voilà mon rapport, mais à chaque fois que j'y viens assez souvent, c'est une joie, et c'est une joie de touriste presque, parce que je me promène, je regarde, je suis content d'être là. Allora, sono partito da Venezia come tutti per lo stesso motivo, cioè per motivo di lavoro, perché lavoravo in un giornale a Milano. Qual è il mio rapporto con la città? Naturalmente un rapporto di amore, ma ora mi piace tornarci come turista e non più come l'amante fedele ma abbandonato, perché in realtà è questo che succede con questa città. Quindi oggi mi rallegro di essere l'amante infedele che se ne va e che torna, ma naturalmente ogni volta per me è una gioia profonda perché passeggio e guardo questa città meravigliosa. Leggiamo l'ultimo testo che... ok. Lettura del testo che vi spiega la motivazione della sua partenza. Tradito. Ora. Sono tradito da lei, dai Murray, come da chiunque che venga qui, poi se ne vada. Come da qualsiasi persona che rimanga qui 1 settimana, 2 settimane, o 1 mese, o 6, oppure 1 anno. Poi se ne va, se ne torna a casa sua. Tradisce Venezia, mi tradisce. Sì, mi tradisce perché mi abbandona come si abbandona un amante, che finisce per considerarsi invivibile, perché sporco, perché noioso, perché sopraffatto dagli eventi. Sono stanco di essere questo amante, perché voglio anch'io, una volta per tutte, abbandonare Venezia. Abbandonarla come se fosse le Caterina, come se fosse le Alessandra, come se fosse le Adriana di mio fratello. Andarmene per tornare qualche volta, certo, pur sapendo di non appartenerle più. Andarmene per non sentirmi una barca che affonda nel porto prima di essere uscita anche una sola volta in alto mare. E piango, lì, come un imbecille, davanti ai Murray, che non capiscono. Anch'io partirò, non domani. Domani comincia l'anno scolastico. Mi siedo sulla riva. Di fronte a me le persiane delle finestre di Sophie sono chiuse. Mi accendo una sigaretta. Ne aspiro il fumo. Li odio. E li odio ancora di più quando chiamano dalle loro città, dai loro paesi e fanno finta, sì, perché fanno finta di interessarsi a noi, di Venezia, di me. Chiedono, come stai? Come state? Che tempo fa? Ma non ascoltano. Vogliono semplicemente sapere se la città li aspetta ancora, se li vuole ancora, se li desidera ancora. Perché Venezia deve essere ben consapevole che se tornano qui è per farle un favore. Ecco perché li deve accogliere con musica e con vino. Erika Young ha chiamato. È stata mamma a dirmelo quando sono rientrato. Mi ha dato il suo nuovo numero di telefono, ma non lo trovo più. Verrà fuori prima o poi. Come no? E chi se ne frega? In ogni caso me ne andrò. Non lo aspetterò più. Spengo la mia seconda sigaretta. E per concludere la serata vi parleremo di un'autrice che è poco conosciuta, che si chiama Liliana Magrini, non so se avete già sentito il suo nome, che ha scritto un bellissimo libro, Carnet vénitien in francese,
È nata nel 1917, è morta nell'85, ha studiato filosofia a Padova, è diventata giornalista, critica letteraria, ha tradotto Albert Camus, di cui era amica, Malraux, Giono, e ha scritto nel 1956 questi carnets vénitiens pubblicati da Gallimard, ripubblicato nel 2016 e purtroppo adesso il libro è esaurito e Gallimard non vuole più pubblicarlo e quindi stiamo cercando e penso che abbiamo trovato un altro editore perché il testo veramente ne vale la pena per la qualità della scrittura. E quindi lo leggiamo per questo finale a più voci in 2 lingue alternate. E così speriamo di rendere omaggio quindi a questi passeurs de culture che sono tutti gli scrittori che erano italiani e hanno scritto in francese lungo tutti i secoli. Il n'y a pas de ville moins adaptée que Venise au parapluie. L'étroitesse des rues en rend plus que n'importe où ailleurs le maniement difficile. Il n'y en a pas non plus, du moins je crois, où cet objet soit d'un usage plus répandu. Certains, par surcroît de précaution, peuvent bien prendre avec le parapluie un imperméable, assez rare d'ailleurs, mais personne ne remplacera par ce terne vêtement la jolie méduse sombre, l'étoile luisante, dont le glissement dans les cali a tant de charme. Non saprei dare nessuna spiegazione pratica e razionale a tutto questo. La pioggia è triste a Venezia. Cade per intere giornate da un cielo opaco, giallogno. Verso la fine del mese di ottobre, sia i mattoni che gli esseri umani ne sono già impregnati e le poche giornate invernali secche non migliorano la situazione. Al massimo, l'umidità si ritira nelle ossa, congela la struttura in pietra delle case. Non c'è alcun riparo da quest'acqua che si insidia, inasprita dall'umidità dello scirocco e che svanirà solo col vento solare di marzo. Sì, la pioggia è triste a Venezia. Non gioca con le sue schiarite e i suoi rovesci come in altre città più giovani. E per i veneziani deve essere una fonte di intrattenimento. O forse è lei a giocare con loro. Quoi donc de plus plaisant que ce jeu d'adresse qu'elle permet à ceux qui savent se servir d'un parapluie? Cela, il ne faut pas les regarder dans les merceries ou autres lieux plus fréquentés. On y verra du haut d'un pont comme une lente migration de grands poulpes de noir luisant, de noir des gondoles, mêlés à d'autres plus petits, plus clairs, bruns, rouges, dorés, verts, spectacle sans doute charmant qui ne pourrait constituer pourtant que l'entrée de personnages de ballet. Ma seguite alcuni di questi personaggi mentre si insinuano tra le calli, piegando di traverso il loro fiore d'ombra. È lì che comincia il vero balletto. Il passo dei ballerini si fa più vivo, spesso rapido. È un passo che i veneziani hanno solo in tempo di pioggia e anche per questo, vi chiedo, esiste forse una spiegazione razionale? Per non bagnarsi? Su, ho già detto che sono impregnati d'acqua come delle spugne e piuttosto è perché questo passo vivo è quello che permette di effettuare con grazia le riverenze, le capriole, i piccoli passi doppi che seguono e guidano il movimento dell'ombrello. Il ballerino prova questi passi anche quando è da solo in una calle, sfiorando il muro per voltare, per evitare una pozzanghera, per imboccare un sottoportico. Ma le più belle figure del balletto si fanno con l'incontro e l'incrocio di diversi ballerini nelle calli dove c'è appena posto, e neanche sempre, per un solo ombrello aperto. Il existe certaines figures régulières. Au moment de la rencontre, le cavalier hausse son parapluie horizontal et la dame abaisse le sien, le penchant du côté du mur qu'elle ne doit pas frôler, ce qui serait une maladresse aussi grave et presque aussi rare que celle d'un gondolier éraflant la brique. Naturellement, dans cette rencontre, le pas change. Le cavalier,
marque un imperceptible temps d'arrêt. La dame, légèrement penchée, se déplace sur la pointe des pieds, allant vers le mur et ébauchant une révérence. La figure est différente si ce sont deux dames qui se rencontrent. La plus âgée abaisse horizontalement son parapluie et reste toute ramassée comme un champignon, les pointes des baleines touchant les épaules, tandis que la plus jeune hausse le sien en même temps qu'elle le penche, ce qui dessine une ligne assez semblable à celle d'un martinet rasant une tour. Dans la première figure, la dame et le cavalier, les deux visages, du creux des coquillages formés par les parapluies différemment placés, se tournent un instant l'un vers l'autre. Naturellement, à ces figures régulières, 1000 autres s'ajoutent, suivant la démarche des calli, les plafonds des sottoporteghi, l'élargissement, le rétrécissement, l'allure bosselée des murs et le génie propre des danseurs. E poi ci sono i ponti. Tutto ciò che prima rasentava i muri delle calli, il rondone, la libellula del fiume, si trasforma ora in una medusa. Scendendo con piccoli passi accorti e gradini scivolosi, il corpo, prolungato dall'asta sottile dell'ombrello, sembra pendere da questo fiore che plana docilmente. E non si creda, come sembra ovvio, che un campo, un campiello o un'ampia fondamenta possano restituire a questa danza la banale andatura di una persona qualunque, che in una città qualunque si ripara al di sotto di un ombrello. Bisogna sapere che, malgrado lo scirocco, appena uno spazio più vasto si apre tra le calli o vicino a un canale, dei turbini di vento si alzano e si incrociano da 1000 direzioni, il che porta il ballerino a compiere, con la disinvoltura offerta da questo ampio spazio, 1000 inchini, piroette e giravolte, mentre l'ombrello talvolta aderisce al suo corpo e talvolta se ne distacca, come un palloncino che tira il proprio filo. Bisogna osservare questa scena in un campo grande. Consiglierei il campo San Zanipolo a causa della forma così particolare e dell'andatura eccentrica del vento che proviene dalle fondamenta nuove. Voyez comment y évoluent ces parapluies. Comme ils prennent ici, tour à tour, chacune de leurs formes multiples. La luisante mollesse de la méduse, l'étalement en étoile, le profil tranchant en aile de martinet ou en poupe de gondole, le côté ramassé du champignon, le vol de la libellule. Voyez leur capricieuse démarche et comme elles se composent avec le croisement des dalles luisantes, avec le poli des bandes de pierre nacrées par un voile debout. Voyez comment leur répond l'éclat sombre des gondoles ruisselantes et celui mat du canal embué. Voilà, donc je pense que vous avez entendu la beauté de ce texte et qui allait bien avec justement l'image de Venise qui est également donnée à l'intérieur du livre de Francesco Rapazzini, avec lequel je voudrais m'excuser. Mais comme on parle de français et d'italien, j'espère que vous n'avez pas vu comment j'avais écrit votre nom. Si vous saviez comment il est épellé en France, C'est-à-dire que ça, c'est typique, vous voyez, donc Casanova se trompe, Goldoni se trompe, et moi je me trompe, parce que je veux tellement bien, comme je n'entends pas les doppies, je veux tellement bien faire que j'en mets là où il n'en faut pas. Voilà. Et vous êtes une Vénitienne parfaite. Voilà. Et donc je voudrais remercier la Fondazione Querini Stampaglia pour l'accueil ici et nous avoir donné la possibilité de faire cette très belle rencontre. Remercier Francesco Rapazzini, remercier Gabrielle Gamberini pour sa double fonction de traductrice et également d'interlocutrice. Remercier tous les lecteurs qui sont là, qui ont participé, lecteurs professionnels pour certains d'entre eux, amateurs pour les autres, et la Casa delle Parole en particulier. Remercier aussi Delphine, grâce à qui j'ai pu inviter Francesco Rapazzini
Et donc je la remercie. Remercier le traducteur du texte de Magrini parce qu'elle n'est pas traduite. Et donc dans la journée, un professeur de Ca' Foscari m'a fait au pied levé cette traduction qui est, je trouve, bien réussie. Voilà, remerciez-vous le public et vous invitez demain pour le concert cabaret. Donc Édith Piaf, Brel, etc. et de poésie, les plus grands poèmes de la littérature française à l'Athéneo Veneto à 18h. Merci à vous.